en 2020, ces comiblocks, ces grands ensembles communistes sont toujours debout, sont toujours habités, bien qu'ils ont totalement passé à leur date limite de péremption. Et vu que plus d'une personne sur deux habitait ce genre de construction, forcément les probabilités de voir un tapis sur un mur étaient très hautes lorsqu'on prenait au hasard n'importe quelle photo ou vidéo d'une scène de vie en Russie. Mais les panelkas les moins hautes ont été rasées aujourd'hui, pour construire quelque chose avec bien plus d'étages, car le terrain coûte cher désormais. Et il faut faire habiter un maximum de personnes de mètres carrés d'emprise au sol. Donc on construit le plus haut possible. Les autres bâtiments, qui sont déjà hauts de base, sont petit à petit rénovés, améliorés, isolés à partir des années 2000, avec les technologies modernes de notre époque cette fois-ci. Même s'il restera toujours des traces du passé dedans. Donc en fin de compte, il n'y a plus besoin de mettre des tapis au mur. En fin de compte, ce trait caractéristique de l'Union soviétique, des Russes, des Slaves, eh bien il fait désormais partie d'un passé révolu. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous mettre l'extrait d'un film occidental. Il s'agit d'Un seul deviendra invincible 3. On y voit un mafieux russe, Yuri Boyka, qui fait des combats de free fight en prison. C'est genre prisonniers russes contre américains, français contre coréens, bref, tout le monde se bat quoi. Et à la fin, il y a un dialogue entre un prisonnier américain et Yuri Boyka justement, qui résume la vie en Union soviétique, de manière exagérée, mais avec une petite part de vérité tout de même. D'où je viens, rien n'est gratuit. Et moi d'où je viens, tout était gratuit. Et c'était que de la merde. C'était GoHD, et je vous dis à plus. Les panelkas, ce sont ces fameux blocs d'immeubles construits du temps des communistes, ces bars monotones qui s'étendent à perte de vue en périphérie des villes, parfois même en plein centre-ville d'ailleurs, et dans lesquels habitent les Russian Doomers qui dépriment devant toute cette uniformité. Est-ce que c'est pour ajouter un peu de couleur au tableau que les tapis sont venus décorer ces cités géantes, qui s'assemblaient les uns sur les autres tels des Legos? C'était rapide, facile et pas cher à construire. C'est le dirigeant Khrouchtchev qui a impulsé cette idée, et donc les premières panelkas sont surnommées les Khrouchtchevka. Celles construites sous Brejnev étaient appelées les Brejnevka, etc. Mais toutes sont des panelkas, avec des panels d'une épaisseur de, tenez-vous bien, 8 cm entre les voisins. On entend la moindre respiration, le moindre bâillement, le moindre voisin en train de tousser. Et ces quelques centimètres ne vous protègent pas du froid de l'hiver non plus. Surtout en Russie, nom de Dieu. L'hiver russe versus un peu de béton, eh bien à l'intérieur de ton appartement, tu n'étais rien de plus qu'un glaçon. Que ce soit acoustique ou thermique, ces panelkas n'avaient aucune isolation. Et non, et c'est même ça le plus bizarre, c'est un cortège de scientifiques, d'ingénieurs, d'urbanistes qui ont planifié la construction de ces nouvelles cités. Ils avaient eu pour mission de trouver le moyen de faire un maximum de bâtiments le plus rapidement possible et le moins cher possible. Et donc l'économie, elle était partout. Dans le béton, dans les ascenseurs. Et oui, les médecins soviétiques étaient même allés jusqu'à faire des expériences pour savoir combien d'étages peut monter une grand-mère russe au quotidien sans qu'il n'y ait d'impact sur sa santé, pour savoir jusqu'à combien d'étages on peut éviter de mettre un ascenseur dans le bâtiment, ce qui rendait la construction encore moins chère. Ils avaient estimé que la mamie peut monter 4 étages sans conséquence du coup. Mais même à l'intérieur de l'appartement, c'était économie. Tout d'abord de place, pour faire un maximum de chambres, un maximum de pièces, un maximum d'appartements dans un bloc, mais également d'équipement, dans la salle de bain par exemple. Au lieu de mettre 2 mélangeurs pour la baignoire et pour l'évier, ils ont décidé d'en mettre un seul, mais suffisamment long pour qu'ils puissent atteindre les 2 réceptacles. Ça fait un mélangeur d'économiser. Et par rapport à la taille des appartements, ils avaient même construit plusieurs bâtiments tests dans lesquels ils ont logé différentes familles pour estimer quelle est la taille idéale pour ces habitations. Donc ils mettaient des familles dans ces appartements tests, les gens ils marchaient à l'intérieur. Si jamais ils se cognaient un peu trop, ça signifie que l'appartement est trop petit et qu'il faut l'agrandir. Si jamais ils ne se cognaient pas assez, c'est qu'il y a beaucoup trop de place et qu'on peut rétrécir tout ça. Tout d'abord, probablement les plus célèbres, les communalkas.
C'était les anciens appartements de la Russie impériale, dans lesquels vivaient les bourgeois, les aristocrates, la noblesse, et appartements qui ont été réquisitionnés par les communistes après la Révolution, où y logeaient des familles d'ouvriers à la place. Car l'Union soviétique, pour devenir puissante, avait besoin de devenir un pays industrialisé. Et pour ça, elle avait besoin de ramener un maximum de gens de la campagne en ville, pour en faire des ouvriers qui travaillent ensuite dans les usines. Et à ce moment-là, il n'y avait pas une seule thune pour construire des habitations, donc pour les loger, on les met dans les grands appartements d'aristocrates, spacieux, très haut de plafond, plusieurs chambres. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. Une communalka avec 5 chambres, par exemple, on n'y mettait pas une famille et leurs enfants, mais 5 familles et leurs enfants. Une famille par chambre. Donc l'appart avait beau être spacieux et luxueux, il y avait une vingtaine de personnes qui y étaient logées. Hein. Bonjour la promiscuité. C'est pas une vie au quotidien pour les 5 familles qui l'habitent. Du coup, sous Staline, on commence à construire de nouveaux appartements pour loger la population. De nouveaux bâtiments au style massif, au style monumental et facilement reconnaissable, pour l'honneur à l'Union soviétique. Le métro russe va d'ailleurs commencer à être construit dans ces années-là, et il a gardé ce style lourd et imposant. Sauf que le style stalinien est jugé beaucoup trop généreux et déraisonnable par ses successeurs. En effet, dans les appartements staliniens, on garde un grand espace de vie, un plafond haut, comme dans les anciens immeubles d'aristocrates, on fait des murs bien épais, on orne les parois de belles gravures, mais tout ça est considéré comme bourgeois, inutile, trop coûteux, surtout en temps. C'était des appartements de trop grande qualité par rapport à la demande de logement pressante à ce moment-là. Et qui était un grand minimaliste, toujours discrètement vêtu, il n'aimait pas l'art sophistiqué. Mais est-ce une raison pour ne faire aucun effort et ne pas rendre ces habitations belles, agréables et confortables? Pourquoi est-ce qu'ils économisaient le moindre gramme de béton? Pourquoi ils ne voulaient pas mettre le moindre froufrou décoratif? Le moindre coup de peinture? Et bah, dans l'esprit du gouvernement, il s'agissait d'une solution temporaire en fait. Soit quasiment toute la population française qui avait son propre appartement. Et 160 millions de personnes logées à la toute fin de l'URSS, soit plus de la moitié des soviétiques qui avaient leur propre appartement, leur chez-soi. De ce point de vue-là, c'est un immense succès, cette politique de logement. Mais la fin du communisme sonne le début de la privatisation, et tous ces immeubles qui appartenaient à l'État deviennent la propriété de ceux qui habitaient dedans. Donc oui, si tu étais un soviétique qui habitait dans l'un de ses studios ou l'un de ses appartements, et bien à la chute de l'Union soviétique, la privatisation a fait qu'il t'appartenait de plein droit. Tu peux le vendre, tu peux en faire tout ce que tu veux, il est entièrement à toi, américain. Aujourd'hui, en 2020, ces Comiblocs, ces grands ensembles communistes sont toujours debout, sont toujours habités, bien qu'ils ont totalement passé à leur date limite de péremption. Et vu que plus d'une personne sur deux habitait ce genre de construction, forcément les probabilités de voir un tapis sur un mur étaient très hautes lorsqu'on prenait au hasard n'importe quelle photo ou vidéo d'une scène de vie en Russie. Mais les panelkas les moins hautes ont été rasées aujourd'hui. Théorie selon laquelle la personne qu'on nous présente à l'écran ne serait en réalité qu'un des nombreux sosies que le Kremlin aurait en sa possession. Mais ce genre d'idée n'est évidemment pas exclusif à la Russie. Récemment, il y a eu la même chose en France, avec le président Macron, qui était tombé malade et qui semblait assez différent de ce qu'il avait l'habitude de ressembler, au point de perturber les Français. Serait-ce vraiment le vrai Macron qu'on nous montre là? S'agit-il d'une doublure? Le vrai est-il en train de bronzer et boire un cocktail au Panama pendant que le clone est en train de tousser? Donc ces histoires de clone présidentiel, ce sont des sujets universels, au final. Mais qui est le Google local? Et ce depuis plusieurs années d'affilée. C'est une véritable préoccupation chez les Russes, cette histoire de clone. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une interview du président qui a remis de l'huile sur le feu de cette théorie. Bah oui, face à toutes ces interrogations autour des clones du président, un journaliste a fini par lui poser la question. Êtes-vous réel? Est-ce que j'ai le vrai président Poutine en face de moi? Et tout en répondant qu'il était bien le véritable Poutine, le véritable président, il a tout de même confessé qu'il était question, par le passé, d'utiliser des doublures pour sa personne. Alors ça n'a rien d'étonnant en soi. C'est un véritable élevage à ce niveau-là. Alors qu'en est-il vraiment?
En tout cas, ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il n'y aurait pas eu besoin de tous ces clones si les présidents utilisaient NordVPN. Et oui, ce logiciel permet lui aussi d'être... Parce qu'en 1996, après la chute de l'Union soviétique, des dossiers avaient été déclassifiés à ce sujet. Et on avait notamment appris que des dirigeants soviétiques, Brejnev, Staline, avaient eu recours à des sosies lorsqu'ils étaient au pouvoir. L'identité d'au moins 6 doublures de Staline ont été révélées. Mais le plus troublant, c'était l'utilisation qui était faite de ces sosies. Ils ne servaient pas juste de leurre ou pour la sécurité, mais il y a au moins un cas référencé, dans ce qui a été rendu public, qu'une doublure a assisté à des rencontres diplomatiques officielles à la place du véritable Staline. Et c'est un fait que des doubles du dirigeant ont été utilisés lors d'importantes rencontres internationales. Du coup, premier réflexe, tu commences à regarder toutes ces photos et tu te poses la question, est-ce que celui-là, là, c'est le vrai? Et celui-là, alors? Il me paraît un peu différent. Serait-ce un double? Et naturellement, la même réflexion arrive pour le président Poutine. On prend ces différentes photos, ces différentes interventions, on les compare, et on s'aperçoit avec stupeur que la taille du nez et des oreilles n'est pas la même partout, que par moments, il manque tel ou tel grain de beauté, qu'il y a des fois où le président Poutine parle dans un allemand parfait, vu qu'il était espion là-bas du temps de la guerre froide. D'autres fois où il semble ne rien comprendre et a besoin d'un interprète. Bref, suffisamment d'éléments incohérents pour intriguer les Russes à ce sujet. Est-ce que celui d'il y a plusieurs dizaines d'années, l'original, est encore vivant? Et il y a une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux russes qui compare les caractéristiques des différents Poutines identifiés. Tout d'abord, on commence bien évidemment par l'original, selon le graphique. Yeux en amande, charmante petite poche sous ces mêmes yeux, mais ce modèle aurait été détruit. Détruit, c'est le terme, comprenez-le comme vous le voulez. Détruit à la fin des années 90, juste avant que Poutine ne devienne officiellement président. On a ensuite un modèle nommé le bavard, qui serait utilisé pour ses qualités de speaker lors des conférences de presse, et qui aurait notamment été actif entre 2013 et 2015. Ouais, c'est aussi précis que ça. Là, on a le modèle asiatique, qui a pour définition le moins ressemblant des clones, utilisé en cas de secours lorsque le modèle bavard nécessite un repos. Mais là, on monte d'un cran, puisqu'il s'agit du modèle diplomate. Il est utilisé pour lire des textes, écouter les interprètes lors des discussions avec les étrangers, ou juste rester debout lors des conférences. Et il aurait un menton plus rajeuni que les autres modèles. Il faut savoir parler avec les diplomates, certes, mais il faut rester proche du peuple également. On a donc le modèle cérémonial. Cette doublure serait utilisée pour les photos, les reportages, les bains de foule, avec la très grande particularité que cette version peut boire de l'alcool. Et enfin, nous avons le bleu, version totalement ratée, qui a été repérée fin 2010 et qu'on n'a plus jamais revu depuis. Encore aujourd'hui, il est difficile de savoir si c'est du troll ou s'il faut prendre tous ces comparatifs au premier degré. Mais pendant que sur le YouTube francophone, on trouve des top 10 meilleurs mangas, sur le YouTube russe, on trouve des top 10 de Vladimir Poutine. Et je plaisante même pas. On peut tomber sur des vidéos d'analyse très sérieuses que tel Poutine a mené telle politique, contrairement à ce Poutine-là qui a fait autre chose. Et vous pouvez vous demander, mais l'opposition, elle en pense quoi de tout ça? Bah oui, c'est du pain béni toute cette histoire. Si la personne qui dirige le pays n'est pas le président élu, mais des personnes totalement étrangères. C'est un angle d'attaque idéal. Et pourtant, les personnalités du monde politico-médiatique russe semblent rejeter cette idée que le président posséderait des clones. Ils semblent rejeter l'idée que la personne que l'on voit aujourd'hui sur nos écrans est un autre Vladimir Poutine que celui d'il y a 20 ans. Et ils s'expliquent ces différences qui sont tout de même visibles, il faut pas se mentir, par l'utilisation de soins du visage, lifting, voire même chirurgie, pour effacer l'usure et la fatigue du dirigeant. Ils expliquent également que sur les plateaux, lors des interviews, par le fait de l'éclairage, par le fait des angles de caméra ou de la distance focale, une même personne peut apparaître de manière totalement différente. Également que le fait de tantôt parler allemand, tantôt avoir besoin d'un interprète pour comprendre, eh bien ça tient plus de l'usage diplomatique que d'un oubli de la langue. Emmanuel Macron parle très bien anglais, pourtant lors de ses rencontres formelles avec Donald Trump, ils ont tous les deux des interprètes également.
Mais il y a une raison qui surpasse toutes les autres et qui explique pourquoi cette théorie a une si grande portée en Russie. C'est dû à la longévité de ses dirigeants. Et oui, là où aux États-Unis, il est considéré comme impensable de rester président plus de 8 ans, eh bien on n'est pas loin de 30 ans pour l'oncle Joe, près de 20 ans pour Brejnev, déjà plus de 20 ans pour Vladimir Poutine. Et durant ces années, ces longues périodes, ils sont médiatiquement surexposés. Donc on les voit en permanence, sous tous les angles, on les voit vieillir, on les voit changer d'apparence et au niveau des idées. Les Russes avaient découvert Vladimir Poutine lorsqu'il était dans sa quarantaine, alors qu'il va bientôt avoir 70 ans aujourd'hui. Et s'il a autant changé, si les gens ont un tout autre souvenir de lui, c'est parce qu'il a tout naturellement vieilli. Donc au final, y a-t-il oui ou non des clones du président Poutine en Russie? Eh bien, a priori, non. Cependant, il est loin d'être impossible que les services de sécurité du Kremlin aient en effet un ou deux sosies du président en leur possession, tout comme cela peut être le cas en France, tout comme cela peut être le cas aux États-Unis, à la grande différence que ces sosies ne sont pas utilisés pour aller à des réceptions, l'autre pour serrer des mains, encore un autre pour prendre des bains de foule. Non, ces doublures sont utilisées pour servir de leurre lors de déplacements, et il paraît hautement improbable que lorsqu'on assiste à une intervention ou une apparition du président à la télévision, en cérémonie, en visite diplomatique, il est peu probable qu'il s'agisse en réalité d'un faux, qu'il s'agisse d'un clone créé dans le but d'assurer cette fonction, et que ces différentes théories tiennent plus du fantasme aujourd'hui.